c'est la citadelle de Besançon. Et c'est celle de tous les records. 1,8 km de rempart. Une superficie de plus de 10 terrains de football. Une architecture faite pour la guerre. Et si la contribution de Vauban à Sisteron était finalement discrète, ici, il fait de Besançon une œuvre suprême. De toutes les fortifications qu'il a fait en France et en Europe, Vauban disait que Besançon, c'était sa citadelle ultime. Quand on arrive sur la ville et qu'on voit cette barrière rocheuse hérissée de murailles sur le sommet, c'est quelque chose de formidable. C'est l'architecture de Vauban qui est quand même assez majestueuse puisqu'elle couvre 11 hectares et on a donc des bâtiments qui sont imposants, solides et donc assez majestueux quand on arrive. Finalement, le but d'une fortification, c'est la paix, c'est pas la guerre. Donc il faut effectivement impressionner et son architecture le permet, puisqu'on est quand même sur un éperon rocheux, on est très visible, on domine l'ensemble du territoire. Une citadelle parfaite avec une défense magistrale. Située en Bourgogne-Franche-Comté, Vauban en fera un site stratégique absolu. Après l'avoir lui-même conquis lors d'un siège dont il a le secret. Car l'histoire de la citadelle de Besançon est à elle seule un roman d'aventure. Et qui remonte même à 2000 ans, dans l'Antiquité. En découvrant les lieux, Jules César entrevoit une possibilité de faire du site une place forte pour son armée. Quand il avait conquis la Gaule, il repérait les sites naturels qui étaient propices à une bonne défense et avec peu de travaux. Donc forcément, dès l'instant que vous avez déjà un cours d'eau qui forme une boucle, vous avez entre guillemets plus qu'à y poser des fortifications complémentaires et votre site est protégé. Effectivement, pour ceux qui découvriraient Besançon, toute la vieille ville est concentrée dans une boucle. Donc, bien sûr, stratégiquement, c'est très intéressant pour défendre la ville. Et comme la nature est bien faite, une colline vient fermer cette boucle. On l'appelle le Mont Saint-Étienne. Le Mont Saint-Étienne, eh bien, c'est l'endroit où a été construite la citadelle. C'est ce rocher qui ferme au sud la boucle du Doubs. La concrétisation d'une forteresse sur la colline prendra plusieurs siècles. C'est Vauban qui en sera le grand bâtisseur. Car le roi de France, Louis XIV, exige une citadelle à Besançon. Même si au début la région ne fait pas partie de son royaume, le souverain, par un jeu d'alliance, compte récupérer le territoire pour s'agrandir. On avait vraiment une Franche-Comté qui n'était pas française. Et donc Louis XIV souhaite vraiment faire son précaré et donc englober cette nouvelle région dans la France. En 1668, le marquis de Louvois, l'un des hommes d'État les plus importants et principal ministre de Louis XIV, s'adresse à Vauban. Il va lui dire, le roi veut une citadelle à Besançon, et dans sa grande bonté, il veut que ce soit vous qui la traciez pour ceux qui la construiront. Donc Vauban va arriver début mars 1668. Il va avec son équipe, il fait le tour des collines, et puis il dit, c'est là, sur le Mont Saint-Étienne, qu'on va construire la citadelle. Toute la pierre utilisée provient du Mont Saint-Étienne, sur lequel la citadelle est elle-même construite. Les fossés, les nombreuses tranchées, les tunnels souterrains, tout est récupéré pour bâtir près de 2 km de remparts. Vauban, partout en France, il s'est adapté. Il s'est adapté aux sites naturels, il s'est adapté aux configurations des lieux, il a utilisé les matériaux sur place. Il faisait des circuits courts avant l'heure. Il était vraiment très bon pour exploiter toutes les ressources d'un territoire. Le résultat est impressionnant, avec des remparts de la taille d'un immeuble de 6 étages, posé sur un éperon rocheux lui-même de 100 mètres de hauteur. C'est extrêmement vertigineux, c'est tellement bien posé à flanc de falaise qu'aujourd'hui on a une biodiversité qui presque confond d'ailleurs la falaise avec le mur.
on a beaucoup de naissances d'oiseaux dans les remparts tout au long de l'année qui finalement vont venir confondre la pierre avec la falaise. Si l'on note une démarcation entre la roche et la pierre, il y en a une autre qui étonne. La partie la plus haute des remparts n'est pas issue de la roche du Mont-Saint-Étienne. Elle est en briques. Et c'est l'une des signatures de Vauban, témoignant de sa personnalité. Vauban était très soucieux de la santé des soldats, des militaires, donc bien les nourrir, les protéger aussi. C'était pas uniquement de la chair à canon. Lorsqu'un boulet s'abat sur un rempart en pierre, les débris sont généralement épais et très coupants. Un soldat à proximité peut être tué ou grièvement blessé par un gros morceau de pierre. Si un boulet percute un mur de briques, les débris sont alors beaucoup plus petits et ne sont pas aussi tranchants que la pierre classique. La brique amortit les chocs et s'effrite, et donc c'est beaucoup moins dangereux pour les soldats qui se cachent derrière. Pour Vauban, la vie de ses soldats est plus précieuse que tout. Il est également très soucieux de petits détails, comme par exemple, il a travaillé sur une nouvelle brouette plus efficace pour pouvoir porter les rochers pendant la construction. Donc il y a vraiment le souci des détails. Il a même proposé une recette de soupe pour les soldats. Donc vous voyez qu'il va vraiment dans le détail. Pour protéger ses hommes et la citadelle, Vauban décide de construire des demi-lunes. C'est un ouvrage polygonal qui supprime les angles morts. Les faces sont en biais et se répondent de façon symétrique. On voit sur les demi-lunes des embrasures qui correspondent aux emplacements où étaient les canons. Alors il ne faut pas croire non plus que chaque embrasure correspondait à une pièce d'artillerie, parce qu'en fait on en avait beaucoup moins. C'était surtout pour impressionner l'ennemi, mais après on positionnait les canons là où on en avait besoin en fonction de l'endroit où arrivait l'ennemi. Quand un assaillant arrive, il est forcément à la merci d'un, deux, plusieurs angles de tir. Le surnombre d'envahisseurs peut enrayer la défense d'une demi-lune. Mais la citadelle fait tout pour ralentir ses assaillants. Et leur parcours s'annonce encore bien compliqué. Vauban a pensé à tout, même si l'ennemi commence à s'emparer de la demi-lune, eh bien, il n'est pas encore au bout de ses peines. Et donc, vous avez un pont-levis qui vous empêche de passer dans le front suivant. Le fossé qui a été creusé fait presque 20 mètres de largeur. Il n'y a pas d'eau, c'était juste un fossé pour empêcher le passage de l'ennemi, surtout le canaliser sur ce pont-levis et en cas d'attaque, de pouvoir détruire ou lever ce fameux pont. Ce fossé est aussi une formidable carrière, là encore pour d'autres structures. Car Vauban souhaite que la ville de Besançon soit pourvue d'une défense solide. La cité doit disposer de ses propres remparts. Mais cela ne suffit pas en cas d'attaque. Vauban fait alors construire toute l'enceinte urbaine de Besançon avec une structure inédite. Une innovation qui a été réalisée vraiment pour Besançon, ce sont les tours bastionnées. Ça, c'est une vraie innovation de l'ingénieur Vauban, puisqu'il les crée spécifiquement pour Besançon. Elles sont encore dans le paysage actuel de la ville. Massives, elles possèdent des voûtes épaisses et comportent 2 niveaux de feu. Le supérieur à ciel ouvert et l'inférieur pour mettre les canons à l'abri des feux plongeant des hauteurs avoisinantes. Vauban, il va mettre en place des tours bastionnées tout autour de la ville pour venir renforcer ce rempart naturel qu'est la boucle du Doubs. Ces tours s'avancent légèrement dans la rivière et étaient destinées à défendre tout le pourtour de la boucle, du méandre du Doubs, et donc de la ville ancienne. Et donc ils vont mettre tant à l'ouest qu'à l'est, mais aussi au nord de la ville. En 1693, les 6 tours prévues sont achevées. La cité est ainsi bien mieux protégée que par le passé. 100 mètres plus haut, la citadelle connaît elle aussi encore des aménagements. Et certains sont spectaculaires, comme le grand mur de traverse. Il est invisible car englobé par une gigantesque caserne. Elle est appelée bâtiment des cadets.
Sur 200 mètres, c'est une des structures les plus importantes de la citadelle. Une immense muraille qui scinde en deux parties la forteresse. Il n'existe que 2 dispositifs comme celui-ci en Europe. Pour protéger les soldats, les murs de traverse a vraiment cet intérêt, c'est-à-dire qu'ils peuvent se réfugier d'un côté ou de l'autre. Donc, imaginons des bombardements qui viendraient du coup de la colline de ce côté-là. Eh bien, le mur de traverse protège les soldats qui se mettent ici et vice-versa. C'est comme une sorte de paravent en fait. Les boulets venaient s'écraser contre ces murs de traverse et empêchaient donc d'atteindre les soldats qui se réfugiaient derrière. Avec 3 mètres d'épaisseur, le mur de traverse est une excellente protection contre les boulets de canon des assaillants. S'il était en première ligne, celui-ci ne ferait pas long feu. La puissance des canons est telle que pour les structures de défense aux avant-postes, Vauban doit même trouver une parade. C'est le principe même de ces citadelles qui ont détrôné les châteaux forts, devenus trop fragiles avec leurs grands murs pas assez protégés. D'énormes talus de terre sont réalisés derrière les remparts de calcaire. Ils donnent l'impression de pousser contre le rempart. Et lorsque le boulet fend le ciel pour s'abattre sur la muraille, le talus va récupérer toute l'énergie.